Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La peau émeraude de Zériane luisait de transpiration, tandis qu'elle plaquait son genou contre la poitrine de l'homme, le clouant sur le sol brûlant du ravin. Ses cheveux roux flamboyants, tressés avec des perles d'os rituelles témoignant de ses victoires, fouettaient l'air chaud comme des langues de feu autour de son visage anguleux. Le poignard cérémoniel qu'elle tenait, forgé dans le fer météorique tombé lorsque ses ancêtres avaient conquis ce monde, captait la lumière en projetant des reflets pourpres sur les parois rocheuses. L'humain sous elle aurait dû hurler, aurait dû supplier. Au lieu de cela, il restait allongé avec un calme exaspérant, son visage buriné fendu d'un sourire, révélant des dents trop blanches pour quelqu'un ayant passé des années dans les colonies périphériques. Du sang coulait d'une entaille au-dessus de son œil gauche, et son gilet tactique était déchiré après leur poursuite brutale à travers le terrain coupant comme des lames de rasoir. Pourtant, ses yeux gris ne contenaient aucune peur. Des dernières paroles, humains. La voix de Zériane était un grondement prédateur, l'accent de son peuple ajoutant des arêtes tranchantes à la langue commune. La lame planait à quelques centimètres de sa gorge, stable malgré son cœur qui tambourinait. Cette mise à mort restaurerait son honneur. Cette mise à mort prouverait qu'elle appartenait au meilleur chasseur de son clan. Le sourire de l'humain s'élargit. Ouais, sa voix était rauque de déshydratation, teintée d'un accent qu'elle ne pouvait identifier. Tu la tiens mal. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Mal. Elle était Zériane de la chasse écarlate, formée depuis sa naissance aux 17 formes de mise à mort, héritière d'un héritage de l'âme remontant à 14 générations. Sa prise était parfaite. Le pouce positionné pour un contrôle maximal, les doigts enroulés avec la tension précise enseignée par les maîtres de l'âme eux-mêmes. La rage flamboya dans sa poitrine, brûlante comme l'air du désert. Avec un grognement qui aurait fait fuir un prédateur des canyons, elle frappa vers le bas de toutes ses forces. Mais quelque chose d'impossible se produisit. L'humain bougea, pas de manière spectaculaire, pas avec le désespoir sauvage d'une proie, mais avec un léger déplacement qui sembla rediriger la force même de son attaque. Son poignet se tordit, sa prise parfaitement entraînée vacilla, et la lame antique qui avait goûté le sang de centaines d'adversaires glissa de ses doigts comme de l'eau. Le poignard s'enfonça dans le sable avec un murmure doux, son pommeau orné se dressant verticalement comme une pierre tombale. Zériane fixa sa main vide avec stupeur. Il se redressa lentement, brossant le sable de sa chemise déchirée. « Je te l'avais dit, » dit-il, ce sourire insupportable jouant toujours au coin de sa bouche. En 23 cycles de vie, elle n'avait jamais perdu sa prise sur une lame. C'était impossible. C'était humiliant. Comment? Le mot s'échappa de ses lèvres, comme une prière à des dieux auxquels elle avait cessé de croire. L'humain, Dravos, elle se souvenait du nom sur l'avis de Prime, tendit lentement la main vers sa gourde. « Ça te dérange si je bois ?» Le désert a une façon de rendre le travail philosophique assoiffant. Elle aurait dû plonger vers sa lame, aurait dû l'étrangler à main nue, aurait dû activer les charges plasma à sa ceinture et mettre fin à cette moquerie une fois pour toutes. Au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête. Dravos prit une longue gorgée, sa gorge bougeant tandis qu'il avalait. Quand il abaissa la gourde, son expression était passée de l'amusement à quelque chose comme la curiosité. « Tu veux vraiment savoir ? Dis-moi. » Les mots sortirent comme un ordre, mais Zériane pouvait entendre le ton désespéré dans sa propre voix. « Ta prise est techniquement parfaite, » dit Dravos, s'adossant contre un rocher avec l'air désinvolte de quelqu'un discutant de la météo. « Digne d'un manuel. Je suppose que tu t'entraînes depuis que tu sais marcher. Depuis que je peux tenir de l'acier, » admit-elle, se détestant de répondre. « Je m'en doutais. Tu maîtrises toutes les formes, toute la mémoire musculaire, mais tu tiens ton arme comme quelqu'un qui n'a jamais eu peur de la perdre. » Ses yeux gris l'étudiaient avec une intensité qui la faisait frissonner. Le problème, c'est qu'au moment où tu es certaine de ne pouvoir perdre quelque chose,
tu l'as déjà perdu. La philosophie n'avait aucun sens pour elle, mais la démonstration avait été indéniable. Zériane tendit la main vers son poignard, le retirant du sable et vérifiant la lame pour tout dommage. Le fer météorique était intact, son tranchant toujours assez aiguisé pour fendre un cheveu. Elle adopta sa posture, la 7e forme conçue pour les combats rapprochés, et leva l'arme. « Montre-moi encore », exigea-t-elle. Dravos secoua la tête. « Non, une fois suffit pour faire valoir mon argument. »« J'ai dit, montre-moi !» Les mots sortirent comme un rugissement qui résonna contre les parois du canyon, mais Dravos ne broncha même pas. « Et j'ai dit non !» Il se leva, époussetant son pantalon avec un calme exaspérant. « Tu n'es pas prête à apprendre. Tu es juste en colère que quelqu'un ait cassé ton jouet préféré. » Avant que Zériane ne puisse répondre, il marchait déjà, s'enfonçant plus profondément dans le canyon, avec la démarche régulière de quelqu'un qui savait exactement où il allait. Elle le regarda partir, sa prise se resserrant sur le manche du poignard, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Elle suivit ses traces dans le sable. Il ne se retourna pas. L'amphithéâtre de la chasse écarlate s'élevait de la roche vivante, ses murs de crâne résonnant du chant des lames, tandis que les jeunes chasseurs pratiquaient leur forme mortelle. Zériane entra par la porte principale, la tête haute malgré l'échec qui brûlait dans sa poitrine comme de l'acide. Les guerriers arrêtèrent leur entraînement pour la regarder passer, leurs expressions passant de l'attente à la confusion, en remarquant ses mains vides et son apparence poussiéreuse. Elle ne portait aucun trophée, aucune preuve de la mise à mort. Quand elle atteignit la chambre centrale, la nouvelle s'était déjà répandue. La matriarche l'attendait sur le siège du jugement, un trône sculpté dans un seul bloc de pierre noire, poli par des siècles d'usage. Autour d'elle, l'élite des chasseurs du clan formait un demi-cercle, leurs propres trophées scintillant à leurs ceintures et bandoulières. La matriarche était ancienne selon les standards de leur peuple. Sa peau verte marquait des cicatrices rituelles qui racontaient l'histoire de chaque mise à mort importante qu'elle avait accomplie. Ses yeux, autrefois féroces comme ceux d'un félin chasseur, étaient devenus pâles avec l'âge, mais brûlaient encore d'une intensité qui pouvait glacer le sang même du guerrier le plus brave. Zériane de la chasse écarlate. La voix de la matriarche résonna dans la chambre comme le claquement d'un fouet. Tu avais pour mission de réclamer la tête du mercenaire humain qui a osé transgresser nos terres de chasse sacrées. Où est ton trophée? Le silence dans la chambre était absolu. Zériane pouvait sentir le poids de dizaines de regards sur elle, pouvait percevoir l'anticipation et le mépris, à peine dissimulés de ses rivales. Parmi elles se tenait Nétira, sa némésie d'enfance, dont le sourire était aussi tranchant qu'une lame. « J'ai rencontré la cible, » dit Zériane, sa voix stable malgré le chaos dans son cœur. « Mais je ne l'ai pas réclamée. » Une vague de murmures choqués balaya les chasseurs assemblés. La matriarche leva une main griffue, et le silence tomba comme un coup de marteau. « Tu ne l'as pas réclamée, » répéta la matriarche, son ton dangereusement doux. « Explique-toi. » Comment pouvait-elle expliquer ce qui s'était passé dans le canyon? Comment pouvait-elle mettre en mots le moment où sa certitude s'était effondrée, quand tout ce qu'on lui avait enseigné sur la force et l'habileté s'était révélé insuffisant? « Il s'est échappé, » dit-elle finalement, le mensonge ayant le goût de cendre dans sa bouche. Le rire de Nétira résonna comme le cri d'un oiseau charognard. « Échappé de Zériane la rapide, Zériane la précise. » Sa voix dégoulinait de fausses surprises. « Comme c'est extraordinaire. » Silence. L'ordre de la matriarche résonna dans la chambre, mais ses yeux pâles restèrent fixés sur Zériane. « Tu te déshonores ainsi que ta lignée avec cet échec. Pendant 14 générations, ta lignée a apporté l'honneur à la chasse écarlate. On t'a confié une seule tâche. Tu es revenu les mains vides. » Le bâton cérémoniel frappa la pierre 3 fois. « Zériane de la chasse écarlate, tu es par la présente bannie. Reviens seulement quand tu auras réclamé la tête de ta proie ou trouvé quelqu'un digne de réclamer la tienne. » Zériane s'enfuit dans le désert, son exil brûlant derrière elle comme un bûcher funéraire. 3 jours plus tard, elle le retrouva dans les ruines d'une ancienne station relais,
ses murs écroulés témoignant d'une civilisation oubliée depuis longtemps. Dravos était assis à l'ombre d'une arche brisée, nettoyant méthodiquement un fusil plasma qui semblait avoir vu l'action sur une douzaine de mondes. Il ne leva pas les yeux quand elle approcha, n'accusa pas réception de sa présence, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour frapper. « Tu as mis plus de temps que prévu ?» dit-il sur le ton de la conversation, toujours concentré sur son arme. « J'imaginais que tu serais de retour dans la journée. » La main de Zerian reposait sur le manche de son poignard, mais elle ne fit aucun geste pour le dégainer. Le souvenir de son humiliation dans le canyon était encore frais, une blessure qui pulsait à chaque battement de cœur. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué quand tu en avais l'occasion ? Pour la même raison que tu n'essaies pas de me tuer maintenant. Tu veux comprendre plus que tu ne veux te venger. Apprends-moi ce que tu as fait. Comment tu m'as fait perdre ma prise ? » Dravos rit. « Tu n'es pas prête pour cette leçon. Tu es désespérée. Quand tu pourras admettre que tout ce que tu sais pourrait être faux, viens me trouver. » Il commença à s'éloigner, mais la voix de Zerian l'arrêta. « Où vas-tu ? » ?»« Au sud. Il y a un comptoir commercial à environ 3 jours d'ici. Je pense me ravitailler. Peut-être attraper un transport hors de ce caillou avant que ton peuple ne décide d'envoyer quelqu'un de plus compétent après moi. » L'insulte désinvolte aurait dû l'enrager, mais Zerian se retrouva étrangement impressionné par son audace. « Je viens avec toi. » Dravos se retourna, son expression sceptique. « Certainement pas. Tu as dit que j'avais besoin de temps et d'expérience. Je peux obtenir les deux en te suivant. Et qu'est-ce qui te fait penser que je veux de la compagnie, surtout d'une compagnie engagée pour me tuer ?» Zerian soutint son regard fermement. « Parce que tu aurais pu me tuer il y a 3 jours, et tu ne l'as pas fait. Parce que tu aurais pu me tuer à l'instant, et tu ne l'as pas fait. Quelles que soient tes raisons, tu ne veux pas que je sois morte. » Dravos l'étudia longuement, puis secoua la tête avec un sourire ironique. « Tu es soit très courageuse, soit très stupide. »« Je suis exilé, » dit simplement Zerian. « Quelle différence cela fait-il ? » ?»« D'accord, mais on fait ça à ma façon. Tu suis mes instructions. Pas de débat sur l'honneur ou la tradition. » Les mots frottaient l'un contre tous ses instincts, mais Zerian hocha la tête. Dravos chargea son sac sur son épaule et commença à marcher. « Alors allons-y. Et gamine, oui ? Garde cette lame au fourreau à moins que je ne te dise le contraire. La façon dont tu la tiens dit à tout le monde exactement quel genre de combattante tu es. » « Quel genre ?» Le sourire de Dravos était aussi tranchant qu'une arme. Le genre qui n'a jamais eu peur. Ils marchèrent en silence, Dravos avançant avec une confiance décontractée, tout en scrutant constamment les menaces. Zerian se surprit à l'étudier. Cicatrisé, expérimenté, dangereux, mais avec une qualité d'attention qui semblait tout absorber. « Tu regardes, » dit Dravos sans se retourner. « J'observe. » « Essaie encore. Que vois-tu » Zerian se concentra. « Tu favorises ton côté droit. Tu vérifies tes arrières toutes les 30 secondes. Tu es prudent, mais pas paranoïaque. Tu t'attends à des problèmes, mais tu ne les crains pas. Maintenant tu commences à voir. La peur et la prudence ne sont pas la même chose. Est-ce pour ça que tu ne m'as pas craint dans le canyon ? » « Je t'ai crainte, » dit Dravos, la surprenant. « Je craignais ce que tu représentais. La certitude aveugle, la conviction absolue, ce sont les choses les plus dangereuses dans l'univers. » Avant que Zerian ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Dravos s'arrêta soudainement et leva une main. Elle se figea, ses propres sens s'étendant automatiquement. Là, le bourdonnement presque inaudible de moteurs répulseurs se rapprochant. « Pillard !» murmura Dravos, se déplaçant déjà vers l'abri d'un affleurement rocheux voisin. « 3 véhicules, peut-être 4. Approche rapide. » La main de Zerian se dirigea instinctivement vers son poignard, mais Dravos attrapa son poignet. « Pas encore. Première règle de survie, ne combats pas à moins d'y être obligé. Deuxième règle, si tu dois te battre, assure-toi de gagner. » Ils s'accroupirent derrière les rochers, tandis que les véhicules des pillards franchissaient une crête voisine, leurs moteurs hurlant comme des banshees.
Les machines étaient assemblées à partir de pièces de récupération. Moitié speeder, moitié tank, moitié cauchemar. Des armes hérissées de chaque point de montage disponible, et les équipages qui les manœuvraient semblaient avoir été assemblés selon la même philosophie chaotique. Esclavagiste, identifia Dravos, sa voix sinistre. Probablement sur les routes commerciales entre ici et les colonies extérieures. Mauvaise nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont des capteurs qui peuvent traquer les signatures thermiques sur des kilomètres. Ils nous ont déjà vus. Comme pour confirmer ces paroles, le véhicule de tête changea soudainement de cap, se dirigeant directement vers leur position. Les autres suivirent, se dispersant dans une formation de chasse classique qui couperait toute tentative de fuite. « Alors on se bat », dit Zerian, dégainant sa lame. « Pas comme ça. » La main de Dravos couvrit la sienne, doucement, forçant l'arme à retourner dans son fourreau. « Regarde et apprends. » Les pillards tonnèrent d'à plus près, leur véhicule soulevant des nuages de poussière qui obscurcissaient le désert comme une tempête de sable. Zerian pouvait voir leur visage maintenant, balafré, brutal, avide de violence. Elle compta au moins une douzaine de combattants répartis sur 4 véhicules, tous armés d'armes qui pouvaient transformer une personne en vapeur. Dravos se leva. Zerian le regarda avec incrédulité alors qu'il sortait de derrière leur couverture, les mains levées en apparente reddition. Les pillards le virent immédiatement, leur véhicule ralentissant en approchant. Le chef, une brute massive avec plus de métal que de chair dans son visage, descendit et s'avança. Un canon plasma tenu nonchalamment dans une main massive. Eh bien, la voix du chef des pillards était comme du métal qui grince. Qu'avons-nous là? On dirait que quelqu'un s'est perdu. Très perdu, acquiesça Dravos aimablement. Je m'appelle Torrens, récupérateur indépendant. J'essaie juste de me rendre au comptoir commercial de Colonne Brisée. Torrens, hein? Les yeux augmentés du pillard brillaient d'une lumière interne alors qu'il effectuait une sorte de scan. Tu n'apparais dans aucune de nos bases de données, Torrens. C'est parce que je paie beaucoup d'argent pour rester hors des bases de données. Le sourire de Dravos était autodépréciatif. Un homme doit gagner sa vie, vous savez. Le pillard rit, un son comme du verre qui se brise. Oh, tu vas nous faire gagner notre vie? D'accord. Toi et ce joli morceau vert qui se cache derrière les rochers. Zerian se tendit, mais la voix de Dravos resta conversationnelle. Maintenant, voyez-vous, c'est là qu'on pourrait avoir un problème. Elle n'est pas vraiment du genre à partager. Elle apprendra. Peut-être, mais voilà le truc. La posture de Dravos changea presque imperceptiblement, son poids se déplaçant sur la pointe des pieds. Je ne suis pas vraiment du genre à enseigner. Ce qui se passa ensuite prit moins de 3 secondes. Dravos bougea comme l'éclair, frappant le poignet du chef pillard et le laissant tomber avec une pression nerveuse. Roulant derrière le véhicule du chef tombé, ses mains trouvèrent le panneau de maintenance. « Chaque véhicule récupéré en a un », cria-t-il. « Il ne les sécurise jamais correctement. » Le véhicule s'écrasa dans une gerbe d'étincelles et de débris. Dravos se mouvait entre les pillards restants, attrapant le swing de hache de l'un et utilisant l'élan pour le projeter au sol, donnant des coups de pied dans le sable vers le fusil plasma d'un autre jusqu'à ce qu'il explose. « L'environnement !» cria Dravos. « Utilise tout !» Zerian commença à comprendre. Le désert n'était pas juste un champ de bataille, c'était une arme. Le sable pouvait aveugler ou bloquer les mécanismes. Les rochers pouvaient servir de couverture ou de projectile. La position du soleil pouvait créer des ombres ou forcer les adversaires à combattre en regardant dans une lumière aveuglante. Elle commença à se déplacer différemment, utilisant ces éléments comme extension de ses propres capacités. Quand un pillard l'acula contre un rocher, elle ne rencontra pas sa charge de front. Au lieu de cela, elle roula sur le côté et laissa son élan le porter dans la pierre. Quand un autre tenta de la clouer avec un tir de couverture, elle utilisa la surface réfléchissante d'un véhicule écrasé pour l'aveugler, avant de s'approcher pour la mise à mort. Le combat fut terminé en quelques minutes. Les pillards survivants s'enfuirent sur leurs véhicules restants, abandonnant leurs morts et blessés derrière eux.
Zériane se tenait au milieu des décombres, sa lame propre malgré la violence, respirant fort mais exalté. « Pas mal, dit Dravos, fouillant l'un des ennemis tombés pour des fournitures utiles. Tu commences à penser au lieu de juste réagir. C'est ce que tu voulais dire dans le canyon ?» Dravos leva les yeux de sa fouille, son expression pensive. « En partie, tu apprends à voir l'ensemble du tableau au lieu de te concentrer uniquement sur ta cible. C'est la première étape. Quelle est la deuxième ? Comprendre pourquoi tu combats en premier lieu. » Dravos se leva, un recycleur d'eau de récupération dans les mains. « Allez, on a du terrain à couvrir avant qu'ils ne reviennent avec des amis. » La roche céda la place à un sable sans fin. Juste la chaleur, elle et lui. Il lui apprenait à penser différemment, expliquait-il alors qu'il prenait refuge à l'ombre d'une tour de communication cassée. Quand tu es en infériorité numérique de 10 contre 1, tu ne peux pas te battre comme ton ennemi s'y attend. Tu dois être l'eau, trouver les fissures, contourner les obstacles, frapper là où ils ne défendent pas. Mais tu étais soldat, dit Zériane. Tu avais de la formation, de la discipline, de la structure. En quoi c'est différent de ce que j'ai appris ? Parle-moi de ta sœur. Zériane se détourna. Je ne veux pas parler de ça. Je vais d'abord te parler de mon équipe. Nous étions les meilleurs. 3 ans ensemble, 7 engagements, jamais perdu personne. Puis je les ai fait tuer en tenant une position alors qu'on aurait dû battre en retraite. J'étais trop fier pour admettre que parfois la retraite est à la bonne réponse. Zériane sentit la reconnaissance se tordre dans sa poitrine. Ma sœur Kilara était censée hériter de la lame de notre mère. Dans une guerre de clans, elle a accepté un combat singulier, mais a hésité au coup mortel. Elle voulait prouver sa supériorité d'abord. L'ennemi a feint la faiblesse, puis a frappé quand elle a choisi la pitié plutôt que la victoire. Donc tu essaies de prouver que tu ne feras pas ces erreurs, et tu échoues spectaculairement. Dravos regardait les étoiles éparpillées dans le ciel du désert. Zériane suivit son regard. Vous, les humains, regardez toujours les étoiles. Non, dit doucement Dravos, juste les rares. Bien, c'est la première chose honnête que tu aies dite. Dravos se leva. Tu mènes le mauvais combat. Tu es tellement concentré à être digne de la lame de ta sœur que tu as oublié de te demander si la lame est digne de celle que tu pourrais devenir. Avant que Zériane ne puisse répondre, Dravos était déjà debout, chargeant son sac. Allez, il nous reste 2 heures de lumière du jour, et je veux atteindre ce comptoir commercial avant que les charognards ne se servent du meilleur butin. Ils marchèrent dans un silence confortable, l'esprit de Zériane bouillonnant de nouvelles possibilités. Le désert autour d'eux commença à changer alors qu'ils approchèrent de la civilisation. Les débris occasionnels devinrent des colonies éparses, et les colonies devinrent un dédale tentaculaire de structures préfabriquées et d'abris bricolés qui entouraient le comptoir commercial comme un cancer métallique. Colonne brisée s'étendait autour d'un cargo écrasé, sa colonne vertébrale brisée formant la rue principale où des âmes désespérées cherchaient un passage entre les étoiles. Dravos se déplaçait dans les foules avec une aisance pratiquée, mais Zériane se retrouva submergée par la presse des corps et la cacophonie d'une douzaine de langues différentes. Les humains côtoyaient des espèces qu'elle n'avait jamais vues auparavant, leurs apparences allant du simplement exotique à l'absolument alien. « Reste prêt », murmura Dravos, sa main reposant nonchalamment sur son arme de poing. Des endroits comme celui-ci dévorent les imprudents vivants. Ils trouvèrent un logement dans une auberge qui aurait pu charitablement être décrite comme un cran au-dessus du camping en plein désert. 2 lits, un recycleur d'eau qui fonctionnait par intermittence, et des murs assez fins pour qu'ils puissent entendre chaque conversation dans les chambres adjacentes. Mais c'était un abri, et après des jours dans la chaleur brutale, Zériane se retrouva reconnaissante même pour ses conforts modestes. « Demain, on trouve un transport, » dit Dravos, s'installant sur son lit avec un soupir las. « Il y a généralement au moins un capitaine de fret prêt à prendre des passagers, à condition qu'ils ne soient pas trop difficiles sur leur destination. Et ensuite ?
Ensuite, on prend des chemins séparés. Je trouve du travail, toi. Eh bien, je suppose que tu découvriras ce qui vient après l'exil. Le rejet désinvolte piqua plus que Zériane ne s'y attendait. Au cours des derniers jours, elle s'était habituée à la présence constante de Dravos, sa confiance tranquille, la façon dont il défiait ses suppositions sans la faire se sentir idiote. La pensée de retourner à la solitude, au cycle sans fin de chasse et de mise à mort qui avait défini son existence, semblait soudainement insupportable. Et si je ne veux pas prendre des chemins séparés? Dravos leva les yeux du nettoyage de son fusil, son expression illisible. Qu'est-ce que tu suggères? Tu as dit que j'avais besoin de temps et d'expérience. Voyage avec moi. Apprends-moi ce que tu sais sur le combat, sur la réflexion, sur la vision d'ensemble. Je ne cherche pas de partenaire. Je ne demande pas à être ta partenaire. Je demande à être ton élève. Dravos mit de côté son arme, ses yeux gris étudiant son visage avec cette intensité inconfortable qu'elle commençait à reconnaître. Et qu'est-ce que j'obtiens de cet arrangement? La question prit Zériane au dépourvu. Dans son clan, la connaissance se transmettait par les lignées sanguines et les apprentissages formels. L'idée de négocier pour l'instruction lui était étrangère. Que veux-tu? Réponse honnête. Je veux comprendre pourquoi une guerrière alien d'élite est si désespérée d'apprendre d'un mercenaire humain fini qu'elle est prête à abandonner tout ce qu'elle a jamais connu. La vérité était coincée dans la gorge de Zériane, comme une pierre, trop grosse et déchiquetée pour avaler, trop lourde pour cracher. Mais Dravos attendait avec la patience de quelqu'un qui avait appris la valeur du silence. Et finalement, les mots vinrent. Parce que tout ce que j'ai jamais connu m'a échoué. Ma formation, mes traditions, ma compréhension de ce que signifie être forte. Tout s'est effondré au moment où tu m'as montré que je tenais ma lame incorrectement. Et j'ai besoin de savoir ce qui vient ensuite. J'ai besoin de savoir qui je suis quand je ne suis pas défini par les attentes de mes ancêtres. Dravos hocha lentement la tête, comme si sa réponse avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait. D'accord, je vais t'enseigner, mais on fait ça correctement. Pas de raccourci, pas de précipitation parce que tu penses comprendre quelque chose que tu ne comprends pas, et pas de retour chez ton peuple jusqu'à ce que tu sois prête. Comment saurais-je quand je serai prête? Le sourire de Dravos était énigmatique. Tu le sauras. Les semaines qui suivirent se fondirent dans la sueur et la compréhension progressive. Dravos déconstruisit tout ce qu'elle savait du combat, le reconstruisant à partir de zéro. Il lui apprit à lire les adversaires à travers des signes subtils, à voir le combat comme une conversation où chaque mouvement était question et réponse. Tout le monde a une histoire, expliqua-t-il pendant l'entraînement. Comment ils bougent, respirent, tiennent leurs armes. Ça te dit qui ils sont et comment ils vont se briser. Zériane apprit à voir au-delà de la menace immédiate pour comprendre le combat comme une conversation entre adversaires, où chaque mouvement était à la fois question et réponse. Elle commença à apprécier l'économie élégante du style de combat de Dravos, la façon dont il n'utilisait jamais plus de force que nécessaire, ne s'engageait jamais dans une attaque qui le laissait surexposé. Mais les leçons les plus difficiles ne concernaient pas du tout le combat. Elles concernaient l'apprentissage de remettre en question les suppositions qui avaient façonné toute sa vision du monde. « Pourquoi te bats-tu » demanda Dravos un soir alors qu'ils étaient assis autour d'un petit feu, partageant un repas de rations transformées et d'eau recyclée. « Pour protéger mon peuple, pour défendre l'honneur, pour prouver ma valeur. Ce sont toutes des motivations externes. Je te demande personnellement. Dépouille les attentes du clan, l'héritage familial, le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Pourquoi toi, Zériane, choisis-tu de prendre les armes contre d'autres êtres vivants? La question la hanta pendant des nuits sans sommeil et des jours interminables de voyage. Elle se retrouva à examiner ses souvenirs, cherchant le moment où tuer était devenu aussi naturel que respirer. Y avait-il jamais eu un choix? Ou avait-elle simplement suivi le chemin tracé pour elle par des générations d'ancêtres, sans jamais s'arrêter pour considérer si c'était le chemin qu'elle voulait emprunter?
La réponse lui vint lors d'un combat avec des prospecteurs véreux qui tentèrent de s'imposer sur un site de récupération qu'il travaillait. Zerian se retrouva face à 3 adversaires à la fois, leurs armes plasma remplissant l'air d'énergie mortelle. Mais au lieu du calcul froid qu'on lui avait enseigné à adopter, elle ressentit autre chose. Une protectivité féroce pour Dravos, qui était coincé derrière une couverture inadéquate. Elle bougea comme l'eau, fluide entre leurs attaques, utilisant leur agressivité contre eux. Quand elle frappa, ce fut avec précision plutôt que brutalité, neutralisant plutôt que tuant. 2 des prospecteurs s'enfuirent, aidant leurs compagnons blessés à la sécurité, plutôt que de continuer un combat qu'ils ne pouvaient plus gagner. « Tu t'es retenu », observa Dravos alors qu'ils ramassaient leur équipement dispersé. « Ils n'essayaient pas de nous tuer », répondit Zerian. « Juste nous effrayer. Ça semblait excessif de les achever pour ça. » Dravos sourit, pas son expression sardonique habituelle, mais quelque chose de plus chaud et plus authentique. « Maintenant tu commences à comprendre la différence entre la force et la violence. » Au fil des mois, Zerian commença à voir l'univers à travers des yeux différents. Elle apprit à apprécier la complexité des choix moraux, la façon dont le contexte pouvait transformer les héros en méchants, et vice-versa. Elle vit Dravos négocier pour sortir de conflits qui auraient pu devenir sanglants. Le regarda offrir de l'aide à des étrangers qui n'avaient rien à offrir en retour. Fut témoin de ses actes discrets de pitié envers des adversaires qui avaient tenté de les tuer quelques instants auparavant. « La compassion n'est pas une faiblesse », lui dit-il après qu'elle eut questionné sa décision de partager leur fourniture médicale avec des pillards blessés. « C'est l'expression ultime de la force, la capacité d'aider les autres, même quand ils ne peuvent pas t'aider en retour. » Mais ce fut le retour sur son monde natal qui testerait vraiment tout ce qu'elle avait appris. Le message les trouva dans une station commerciale en zone neutre, porté par un courrier qui avait été bien payé pour retrouver Zerian, peu importe où son exil l'avait emmené. Le paquet scellé portait la marque de la chasse écarlate, son contenu bref et direct. Le clan était en train de mourir. Dans les mois depuis l'exil de Zerian, la corruption s'était répandue dans le leadership comme une peste. La matriarche avait commencé à exécuter des chasseurs sur la base d'accusations murmurées et de rancunes personnelles. D'anciennes alliances avaient été rompues. Des rivaux traditionnels s'étaient unis contre eux et les fondations même de leur société s'effondraient. « Ils ont besoin de moi », dit Zerian, fixant le message avec des émotions mélangées. « Vraiment ?» demanda Dravos. « Ou ont-ils besoin de quelqu'un à blâmer quand tout s'effondre ?» C'était une question juste et une à laquelle Zerian ne pouvait pas répondre avec certitude. Mais en lisant et relisant les mots désespérés de chasseurs avec qui elle avait grandi, elle ressentit l'attraction de l'obligation, non envers le leadership du clan, mais envers les gens qui souffriraient si la chasse écarlate tombait. « Je dois y retourner. » Dravos hocha la tête, pas surpris par sa décision. « Alors on y retourne. »« Tu crois que je vais rater la chance de voir comment cette histoire se termine ?» Le voyage de retour prit 2 semaines, traversant des voies spatiales que Zerian n'avait pas parcourues depuis sa jeunesse. Mais quand ils descendirent finalement à travers l'atmosphère de son monde natal, elle reconnaissait à peine le paysage en dessous. Le grand amphithéâtre qui avait abrité son peuple pendant des générations était marqué par des brûlures plasma et des sections effondrées. Les terrains d'entraînement où elle avait appris ses premières formes de mise à mort étaient vides, leurs armes d'entraînement dispersées et brisées. Ils atterrirent dans un petit port à plusieurs kilomètres du bastion du clan, les contacts de Dravos leur fournissant transport et renseignements locaux. Ce qu'ils apprirent était pire que ce que le message suggérait. La matriarche s'était déclarée arbitre suprême du destin du clan, purgeant quiconque questionnait ses décisions de plus en plus erratiques. Les lois traditionnelles avaient été suspendues, remplacées par un règne de terreur qui avait déjà coûté des dizaines de vies. Ces chasseurs qui n'avaient pas fui en exil étaient piégés, trop effrayés pour parler, mais également effrayés de ce que leur silence permettait. « Spirale de mort classique », observa Dravos alors qu'ils étudiaient les rapports de renseignement.
Le leadership perd sa légitimité, redouble de contrôle au lieu d'adresser les problèmes sous-jacents, ce qui érode encore plus la légitimité. Finalement, tout le système s'effondre. Peut-on l'arrêter? Ça dépend. Combien d'influence la tradition a-t-elle encore? Y a-t-il des anciens respectés qui pourraient défier l'autorité de la matriarche? Zériane réfléchit à la question, parcourant la hiérarchie du clan dans son esprit. Il y a le cercle des mères, les matriarches des lignées majeures. Mais elles ont toujours déféré à la matriarche dans les questions de loi et de coutume. Alors nous devons leur donner une raison d'arrêter de déférer. Ils approchèrent du bastion du clan sous couvert d'obscurité, utilisant les compétences que Dravos avait enseignées à Zériane sur l'infiltration et la furtivité. Les gardes étaient au moins nombreux qu'ils n'auraient dû l'être, et ceux de service semblaient plus concentrés à surveiller les ennemis internes que les menaces extérieures. Le premier signe de jusqu'où les choses étaient tombées vint quand ils atteignirent les chambres extérieures. Les murs qui avaient autrefois affiché des trophées de grandes chasses étaient maintenant décorés des têtes de membres du clan qui avaient été exécutés pour trahison. Zériane reconnut plusieurs visages, des chasseurs avec qui elle s'était entraînée, des anciens respectés qui avaient questionné une décision politique mineure, même des jeunes qui n'avaient commis aucun crime au-delà d'être nés dans la mauvaise lignée. « C'est de la folie », murmura Zériane, sa voix épaisse d'horreur. « C'est la peur », corrigea Dravos. « Peur de perdre le pouvoir, peur d'être exposé comme faible, peur d'admettre des erreurs. Ça fait faire aux gens des choses qu'ils ne considéreraient jamais dans des circonstances normales. » Ils pénétrèrent plus profondément dans le bastion, évitant les couloirs principaux où des gardes loyaux patrouillaient encore. La formation de Dravos en infiltration leur servit bien, ses leçons sur la lecture des espaces architecturaux et la prédiction des schémas de sécurité leur permettant de se déplacer comme des fantômes à travers un endroit qui aurait dû être imprenable. Le son de voix les conduisit à l'une des plus petites chambres cérémonielles, où ils trouvèrent une scène qui glaça le sang de Zériane. Nétira s'agenouillait au centre de la pièce, les mains liées derrière son dos, tandis que la matriarche se tenait au-dessus d'elle avec une lame d'exécuteur. « Tu es accusé de sédition », prononça la matriarche, sa voix résonnant sur les murs de la chambre. « De répandre des mensonges et la discorde parmi les fidèles, de questionner l'autorité juste de tes supérieurs. » La réponse de Nétira fut défiante, malgré sa position précaire. « J'ai questionné ta santé mentale, vieille carcasse desséchée. Il y a une différence. » Le visage de la matriarche se tordit de rage. « Ta lignée se termine avec toi, traîtresse. Que ta mort serve de leçon à tous ceux qui suivraient ton exemple. » Zériane avança, mais la main de Dravos sur son bras la retint. « Pas encore, murmura-t-il. Mauvais angle. Trop de gardes, pas de route d'échappement claire. Ce n'est pas le moment. Elle va être assassinée. Et si tu charges là-dedans maintenant, tu la rejoindras. Alors à quoi serviras-tu? » C'était la leçon la plus difficile que Dravos lui avait jamais enseignée. La discipline de regarder l'injustice se dérouler quand l'action immédiate ne ferait qu'empirer les choses. Tous les instincts de Zériane hurlaient pour qu'elle intervienne, pour dégainer sa lame et se tailler un chemin à travers les gardes de la matriarche. Au lieu de cela, elle se força à rester immobile, à penser tactiquement plutôt qu'émotionnellement. La matriarche leva la lame d'exécuteur, son tranchant scintillant à la lumière des torches. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, une autre voix coupa à travers l'atmosphère oppressante de la chambre. « J'invoque le droit de défi. » Zériane entra dans le centre de la chambre, sa lame nue et prête. Il lui avait montré la peur. Elle leur montrerait le choix. Les chasseurs assemblés tombèrent silencieux, lisant le choix dans ses yeux. Elle n'était pas revenue chez elle. Elle était venue tout changer. C'était une ancienne loi rarement invoquée qui permettait à un chasseur exilé de revenir et de faire face au jugement par le combat. La matriarche ne pouvait refuser sans admettre que les anciennes traditions n'avaient plus d'influence, et cette admission minerait son autorité plus qu'aucune rébellion ouverte. Mais au lieu d'accepter le défi elle-même, la matriarche se tourna vers son champion, un chasseur massif dont les cicatrices racontèrent l'histoire d'une douzaine de campagnes brutales.
Torgash sera mon champion. Que les dieux jugent ta valeur à travers sa lame. Torgash était tout ce à quoi Zerian avait autrefois aspiré à être. Parfaitement entraîné, absolument discipliné, totalement engagé dans les voies traditionnelles du clan. Il se déplaça vers le centre de la chambre avec une précision mécanique, son arme tenue dans une prise qui aurait pu servir d'illustration de manuel. Zerian lui fit face à travers le sol couvert de sable, sa propre lame stable dans sa main. Mais alors qu'elle adoptait sa posture, elle réalisa que quelque chose avait changé. Les formes rigides qui avaient autrefois défini sa compréhension du combat semblaient comme des murs de prison, contraignants plutôt qu'habilitants. « Commencez !» ordonna la matriarche. Torgash attaqua immédiatement, sa lame découpant l'air en arc parfait de manuel. Zerian rencontra son assaut avec des techniques qui auraient été familières à tout membre du clan, jusqu'à ce que soudainement, elle ne le soit plus. Elle commença à bouger comme l'eau, fluide autour de ses attaques, au lieu de les rencontrer de front. Quand il frappait haut, elle n'était pas là. Quand il s'engageait dans une poussée mortelle, elle la détournait avec un effort minimal et contre-attaquait sous un angle impossible. « Quelle sorcellerie est-ce » exigea Torgash, reculant avec la confusion écrite sur ses traits beaux scarifiés. « Pas de sorcellerie » répondit Zerian, sa voix calme malgré la danse mortelle dans laquelle ils étaient engagés. Juste une façon différente de voir. Elle commença à démontrer ce que Dravos lui avait enseigné, utilisant l'environnement comme une extension de ses capacités. Les torches de la chambre créaient des motifs changeants de lumière et d'ombre qu'elle utilisait pour confondre la perception de profondeur de son adversaire. Le sable sous leurs pieds devint une arme en soi, soulevée pour aveugler ou déplacée pour déséquilibrer. Mais plus que la technique, elle utilisait la compréhension. Torgash était un produit du même système qu'il avait créé, entraîné à la perfection dans des formes qui supposaient que les adversaires se battraient selon les mêmes règles. Face à quelqu'un qui se battait selon des principes entièrement différents, sa technique parfaite devenait un handicap. La fin vint soudainement. Torgash s'engagea trop dans ce qui aurait dû être un coup de grâce, sa lame visant le cœur de Zerian avec une précision mécanique. Mais elle n'était pas où la forme disait qu'elle devrait être. Au lieu de cela, elle était à côté de lui, sa propre arme positionnée à sa gorge. Pendant un battement de cœur, la chambre fut silencieuse à l'exception de leur respiration laborieuse. Puis Torgash parla, sa voix remplie de respect émerveillé. « Comment tiens-tu ta lame si légèrement, et pourtant frappes-tu avec une telle précision ?» Zerian baissa les yeux sur son arme, la voyant comme pour la première fois. Sa prise était en effet différente, flexible, adaptable, prête à changer selon les circonstances. « Parce que je n'ai plus peur de la perdre », dit-elle, les mots venant d'un puits profond de compréhension. Au lieu de délivrer le coup mortel que la tradition exigeait, Zerian recula et abaissa son arme. « Je revendique la victoire, mais pas ta vie. Tu t'es battu avec honneur, Torgash. Ça vaut la peine d'être préservé. » Le geste envoya des ondes de choc à travers les chasseurs assemblés. Épargner un adversaire vaincu était sans précédent, impensable, mais c'était aussi indéniablement puissant. Zerian avait prouvé sa supériorité par le combat, puis démontré sa sagesse par la pitié. Le visage de la matriarche était violet de rage. « Tuez-le! La loi l'exige !»« La loi est ce que nous en faisons », interrompit Zerian, sa voix portant une nouvelle autorité. « Et je choisis d'en faire quelque chose de meilleur que la vengeance aveugle. » Elle se tourna pour s'adresser aux chasseurs assemblés, ses mots portant à tous les coins de la chambre. « Regardez autour de vous. Regardez ce que nos traditions sont devenues. Nous qui combattions autrefois pour protéger, maintenant nous combattons pour détruire. Nous qui honorions autrefois la force, maintenant nous vénérons la peur. »« Blasphème !» hurla la matriarche. « Saisissez-la, elle corrompt nos voix sacrées. » Mais aucun des gardes ne bougea. La démonstration de Zerian avait fait plus que prouver ses compétences au combat. Elle leur avait montré une façon différente d'être fort. « Je ne cherche pas à détruire nos traditions, » continua Zerian.
Je cherche à les accomplir. La première loi de notre peuple est que la force protège les faibles. Quand avons-nous oublié que la force sans sagesse n'est que brutalité? La chambre éclata en voix, débattant ses paroles. Certains réclamaient son exécution immédiate, mais d'autres, plus que Zérian n'avait osé espérer, commencèrent à hocher la tête en accord. La corruption dont ils avaient été témoins ces derniers mois avait laissé beaucoup questionner ce que leur clan était devenu. La matriarche, voyant son autorité s'effriter, fit une tentative désespérée pour le contrôle. « Garde, je vous ordonne d'exécuter cette traîtresse. » Mais les gardes, comme tous les autres dans la chambre, écoutèrent les paroles de Zérian avec une compréhension croissante. Quand ils ne bougèrent pas, le visage de la matriarche se tordit de fureur désespérée. « Alors je le ferai moi-même. » L'ancienne dirigeante se précipita en avant, sa propre lame nue dans sa main. Mais l'âge et la folie l'avaient rendue maladroite, et Zérian esquiva l'attaque avec une facilité désinvolte. La matriarche trébucha hors d'équilibre et serait tombée si Zérian n'avait pas attrapé son bras. Pendant un moment, elles restèrent figées, l'exilé jeune soutenant l'ancienne dirigeante qui l'avait bannie. Puis la rage de la matriarche s'effondra, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la honte. « J'ai échoué !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai détruit tout ce que j'avais juré de protéger. »« Pas tout, » dit doucement Zérian. « Pas encore. » Une voix depuis l'entrée de la chambre les interrompit. Dravos sortait des ombres avec les mains levées pour montrer qu'il ne portait pas d'armes. « Discours impressionnant, » dit-il sur le ton de la conversation. « Mais tu devrais peut-être conclure ça. Ton clan a de plus gros problèmes en approche. » Tous les yeux se tournèrent vers lui, confusion et suspicion se disputant dans les expressions des chasseurs. Zérian sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la chambre. Quel problème? Les balayages de capteurs ont détecté 3 croiseurs de bataille sortant de l'hyperespace il y a environ 21 minutes. Signature des faucheurs d'os se dirigeant rapidement vers ici. L'expression de Dravos était sinistre. On dirait que tes ennemis ont décidé que votre guerre civile fait de ce moment le moment parfait pour régler de vieux comptes. La chambre éclata en voix choquée, alors que les implications s'enfonçaient. Les faucheurs d'os étaient que les plus anciens ennemis de la chasse écarlate, un clan rival dont la soif de conquête en avait fait la terreur d'une douzaine de systèmes. S'ils venaient ici en force, cela signifiait qu'ils avaient l'intention d'anéantir le peuple de Zérian, une fois pour toutes. « Combien de temps avons-nous » demanda Torgash, sa défaite antérieure oubliée face à cette menace plus grande. « 2 heures, peut-être 3 si on a de la chance, » répondit Dravos. « Ça dépend de combien de temps il passe sur le bombardement orbital avant d'engager des forces au sol. » La matriarche se redressa, l'âge et la folie tombant, alors que l'ampleur de la crise pénétrait son esprit fracturé. « Alors nous nous préparons à la bataille. Alertez tous les chasseurs. Activez les systèmes de défense. » « Avec tout respect, » interrompit Zérian. « C'est exactement la mauvaise approche. » Tous les regards dans la chambre se tournèrent vers elle. Certains en colère, d'autres désespérés pour toute alternative à la destruction certaine. « Les faucheurs d'os s'attendent à ce que nous combattions comme des guerriers, » expliqua Zérian, son esprit filant à travers les possibilités que la formation de Dravos avait ouvertes. « Ils s'attendent à ce que nous les rencontrions de front, à ce que nous mourions glorieusement au combat pendant qu'ils nous submergent par des nombres et une puissance de feu supérieure. »« Que pouvons-nous faire d'autre ?» demanda Neytira, ayant été libéré pendant la confusion. Zérian regarda Dravos, voyant la compréhension passer entre eux. « Nous combattons comme l'eau. » Au cours de l'heure suivante, Zérian se retrouva dans l'étrange position de commander les mêmes chasseurs qui avaient été témoins de son exil. Mais sa démonstration de compétence au combat et son avertissement sur la menace approchante lui avaient valu un respect réticent. Et même ses anciennes rivales étaient prêtes à écouter son plan désespéré. « Oubliez les positions défensives traditionnelles, » dit-elle aux dirigeants assemblés. « Les faucheurs d'os savent où elles sont, savent comment les contrer. Au lieu de cela, nous évacuons complètement le bastion
et nous dispersons à travers le système de canyon. Abandonnez notre maison aux lâches, protesta l'un des chasseurs plus âgés. Préservez notre peuple pour que nous puissions récupérer notre maison plus tard, corrigea Zerian. Les canyons offrent une couverture naturelle, de multiples routes d'échappement et un terrain qui favorise les tactiques de petites unités plutôt que les assauts massifs. Dravos fournit une expertise tactique, son expérience de la guerre asymétrique s'avérant inestimable alors qu'il planifiait leur défense non conventionnelle. Au lieu de rencontrer la force de l'ennemi avec la leur, ils couleraient autour d'elle, frappant au point faible et se retirant avant que les faucheurs d'os ne puissent déployer leur puissance de feu supérieure. Frappe et fuite, harcèlement, les faire combattre notre genre de guerre au lieu de la leur, expliqua Dravos aux chasseurs rassemblés. Faire en sorte que chaque mètre leur coûte du sang, les faire se demander si cette conquête vaut le prix. Le plan était hérétique selon les standards traditionnels, abandonnant tous les principes d'honneur et de gloire que la chasse écarlate avait chéris pendant des générations. Mais alors que les chasseurs regardaient autour du bastion endommagé, au site d'exécution et aux chambres vides où leurs camarades s'étaient autrefois entraînés, ils commencèrent à comprendre que les approches traditionnelles s'étaient déjà révélées inadéquates. L'assaut des faucheurs d'os vint exactement comme Dravos l'avait prédit. 3 vaisseaux massifs se positionnant pour le bombardement et faisant pleuvoir du feu, plasma sur les positions défensives primaires du bastion. Mais ces positions étaient vides, leur abandon chronométré à la perfection. Zerian observa la destruction depuis une position dissimulée dans les parois du canyon, ressentant chaque explosion comme un coup physique. Le foyer où elle avait grandi était systématiquement détruit. Des siècles d'histoire réduits en scories et décombres. Mais l'alternative, regarder son peuple mourir dans un dernier combat sans espoir, aurait été infiniment pire. Première vague atterrisse, rapporta Dravos, son équipement de capteur emprunté traçant les mouvements de l'ennemi. On dirait qu'ils engagent tout dans une seule poussée. Bon pour nous. Ça signifie qu'ils ne s'attendent pas à de la résistance. Les faucheurs d'os avancèrent dans le bastion avec la confiance de conquérants, leur armure lourde luisante et leurs armes prêtes. Ils trouvèrent des chambres vides et des positions abandonnées, leur victoire apparemment complète avant que le vrai combat n'ait même commencé. C'est alors que le peuple de Zerian frappa. Les attaques vinrent de partout et de nulle part. Des boulons plasma de positions cachées, des explosifs improvisés déclenchés par détonation à distance, des assauts de frappe et fuite qui laissèrent les escouades de faucheurs d'os confuses et diminuées. Les envahisseurs se retrouvèrent à combattre un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir contre un terrain qu'ils ne comprenaient pas. Zerian dirigea personnellement l'une des équipes de frappe, utilisant chaque technique que Dravos lui avait enseignée au maximum. Ils se déplacèrent à travers le système de canyon comme des fantômes, apparaissant assez longtemps pour infliger des dégâts avant de disparaître dans des passages que seule la chasse écarlate connaissait. Mais les faucheurs d'os étaient eux-mêmes des guerriers expérimentés et ils s'adaptèrent rapidement aux tactiques non conventionnelles. Leur commandant, une brute massive appelée Valkrat, qui avait gagné sa réputation à travers des conquêtes réussies sur 3 systèmes, commença à diviser ses forces en unités plus petites et plus mobiles qui pouvaient poursuivre les attaquants harcelants. Ils apprennent, observa Dravos alors qu'ils regardèrent des éclaireurs ennemis sonder plus profondément dans le système de canyon. Nous devons escalader avant qu'ils ne découvrent toutes nos cachettes. Zerian hocha la tête, son esprit travaillant déjà à travers la phase finale de leur plan désespéré. Signal à toutes les équipes, c'est l'heure de la convergence. Ce qui suivit fut la manœuvre militaire la plus complexe que la chasse écarlate ait jamais tentée. Au lieu de continuer leur tactique de frappe et fuite, toutes les équipes dispersées commencèrent à converger vers un seul endroit. Le bosquet sacré, où les rituels les plus importants du clan avaient été conduits pendant des générations. Les faucheurs d'os mordirent à l'hameçon, leurs diverses unités se précipitant pour intercepter ce qui semblait être un rassemblement massif de leurs ennemis. Mais quand ils atteignirent le bosquet, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. Pas un dernier combat désespéré, mais un piège soigneusement préparé.
Le bosquet sacré était un amphithéâtre naturel, ses murs criblés de grottes et de passages qui offraient des positions parfaites pour des tireurs dissimulés. Mais plus que cela, c'était un lieu de pouvoir pour le peuple de Zériane, un endroit qui portait un poids émotionnel et spirituel bien au-delà de sa valeur tactique. Valcrate entra dans le bosquet à la tête de sa garde personnelle, son arme levée et prête pour le massacre final. Au lieu de cela, il trouva Zériane qui l'attendait au centre du bosquet, sa lame nue dans sa main. « Je revendique le droit de combat singulier », annonça-t-elle, sa voix portant clairement à travers l'acoustique naturelle de l'espace. « Que ceci soit décidé entre champions comme dans les anciens jours. » Le commandant des faucheurs d'os rit, un son comme du métal qui grince. « Tu crois que je suis assez idiot pour honorer les coutumes anciennes ? Mes guerriers vont te découper là où tu te tiens. » Peut-être, acquiesça Zériane, mais alors ta victoire portera toujours la tâche de la lâcheté. Les générations futures se souviendront de Valcrate comme le conquérant qui avait peur d'affronter un seul exilé en combat loyal. Le défi toucha au but, comme Zériane savait qu'il le ferait. Valcrate avait construit sa réputation sur la prouesse personnelle autant que sur le génie tactique, et la suggestion qu'il pourrait avoir peur de n'importe quel adversaire, surtout d'un chasseur solitaire d'un clan conquis, était intolérable. « Très bien, gronda-t-il, faisant reculer ses guerriers d'un geste. « Je vais te tuer moi-même, puis finir ton peuple à mon aise. » Le duel fut brutal. Valcrate était plus fort, plus rapide, plus expérimenté, son travail à la lame magnifique dans sa violence. Mais Zériane combattit comme l'eau, fluide autour de ses attaques, utilisant son agressivité contre lui, tournant le terrain inégal du bosquet à son avantage. « Reste immobile et batte-toi !» rugit Valcrate alors que sa technique parfaite échouait à trouver sa cible. « Je me bats !» répondit calmement Zériane. « Juste pas de la façon dont tu t'attends. » La faim vint quand Valcrate s'engagea trop dans un coup mortel. Zériane n'était pas là où il s'attendait. Elle était à l'intérieur de sa garde, sa lame trouvant la faille dans son armure. Le commandant tomba, son arme dévalant au loin. Au lieu de délivrer le coup de grâce traditionnel, Zériane recula. « Ton champion est vaincu, » annonça-t-elle, sa voix portant à tous les coins du bosquet. « L'honneur est satisfait. Prends tes vaisseaux et quitte notre espace. Ne reviens pas. » Pendant un moment, le silence s'étira tendu comme une corde d'arc. Puis Valcrate parla, sa voix épaisse de douleur mais étonnamment claire. « Tu combats comme aucun guerrier que j'ai jamais affronté. Comment bouges-tu avec une telle certitude, tout en tenant ta lame si légèrement ?» Zériane baissa les yeux sur son arme, voyant sa propre réflexion dans sa surface polie. « Parce que j'ai appris la différence entre tenir fermement et serrer fort, entre la force et la rigidité, entre la victoire et la vengeance. » Elle tendit la main au commandant déchu, l'aidant à se lever malgré les protestations choquées des deux armées. « Aujourd'hui nous étions ennemis. Demain peut-être pouvons-nous être autre chose. » Valcrate la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Il se tourna vers ses guerriers, sa voix portant un commandement clair malgré ses blessures. « Nous partons. La conquête est abandonnée. » Alors que les forces des faucheurs d'os se retiraient, Zériane se retrouva entouré de son propre peuple. Des chasseurs qui s'étaient crus condamnés, des anciens qui avaient vu leur monde s'effondrer, des jeunes qui n'avaient jamais rien connu d'autre que la peur et l'incertitude. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Torgash, parlant pour tous. Zériane regarda autour du bosquet sacré, le voyant avec des yeux neufs. Le lieu de pouvoir ancien était devenu quelque chose de différent. Pas juste un site d'observance rituelle, mais un symbole de transformation. « Maintenant nous reconstruisons, » dit-elle simplement. « Mais nous reconstruisons mieux. » Les semaines qui suivirent furent peut-être les plus difficiles de la vie de Zériane. La reconstruction était plus qu'une question de dégager les décombres et réparer les structures endommagées. Elle nécessitait de reconstruire les fondations mêmes de leur société. La matriarche avait démissionné, sa brève descente dans la folie servant de récit édifiant sur les dangers du pouvoir absolu. À sa place,
le cercle des mères avait établi une nouvelle forme de gouvernance. Une qui équilibrait l'autorité traditionnelle avec des mécanismes de responsabilité et de changement. « Je suis honoré par votre confiance, dit-elle au clan assemblé. Mais ce dont nous avons besoin n'est pas un seul dirigeant fort. C'est une communauté qui comprend que la vraie force vient de la sagesse, pas de la force. Des gens qui savent quand se battre et quand montrer de la pitié. » Elle fit un geste vers les chasseurs autour d'elle. « Je propose que nous dirigions ensemble, pas comme dirigeants et sujets, mais comme partenaires travaillant vers des objectifs communs. » L'idée était radicale, défiant des suppositions qui avaient gouverné leur société pendant des générations. Mais la quasi-destruction dont ils avaient tous été témoins avait créé un appétit pour le changement. Et la démonstration de sagesse non conventionnelle de Zériane lui avait valu la crédibilité pour le proposer. Au cours des mois suivants, le nouveau système prit forme. Les décisions étaient prises collectivement, avec des contributions de perspectives multiples et une considération attentive des conséquences à long terme. La formation au combat traditionnel continua, mais elle fut complétée par une éducation en diplomatie, philosophie et le genre de pensée tactique que Dravos avait introduit. En parlant de Dravos, Zériane le trouva se préparant à partir sur un transport à destination de la bordure extérieure. Ses quelques possessions emballées dans le même sac à dos cabossé qu'il avait porté tout au long de leur voyage ensemble. « Tu pars vraiment, dit-elle, bien qu'elle sût que ce moment viendrait. « Mon travail ici est terminé, répondit Dravos. Mais son expression était plus douce que ses mots ne le suggéraient. Tu n'as plus besoin d'un professeur. Tu n'en as pas eu besoin depuis des semaines, en fait. Comment peux-tu en être sûr? Dravos sourit, l'expression authentique qu'elle avait appris à valoriser par-dessus toutes ces autres. Parce que tu as arrêté de demander ce que tu devrais faire et commencé à demander ce que tu veux faire. C'est la différence entre suivre le chemin de quelqu'un d'autre et marcher sur le tien. » Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, observant l'équipage du transport se préparer au départ. Finalement, Zériane parla. « Ce que tu m'as enseigné, ce n'était pas juste à propos du combat, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu » Zériane considéra la question, repensant à tout ce qui s'était passé depuis cette première rencontre dans le canyon du désert. « Tu m'as enseigné que la force n'est pas de ne jamais être vaincu, c'est d'apprendre de la défaite et devenir quelque chose de meilleur. Proche, quoi d'autre? Que la façon dont tu tiens une arme, ou n'importe quoi d'autre, dit tout sur ta relation avec elle. Serrer trop fort et tu deviens rigide, incapable de t'adapter. Tenir trop lâchement et tu perds le contrôle. » Dravos hocha la tête avec approbation. Et que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas du tout avec des lames. Elles se gagnent en changeant les cœurs et les esprits, en montrant aux gens une meilleure façon d'être fort. Maintenant tu comprends. Dravos chargea son sac, se préparant à monter à bord du transport. Une dernière leçon avant que je parte. Toujours. La lame que tu portes, ce n'est plus celle de ta sœur. Ce n'est pas celle de tes ancêtres non plus. C'est la tienne, façonnée par tes choix et définie par la façon dont tu choisis de l'utiliser. Ne la déshonore pas en essayant d'en faire quelque chose qu'elle n'est pas. Zériane dégaina son arme une dernière fois, sentant son poids dans sa main. Le fer météorique brillait sous le soleil de l'après-midi, son tranchant toujours aiguisé malgré tout ce qu'il avait enduré. Mais plus que cela, il semblait juste, parfaitement équilibré, une extension de sa propre volonté, plutôt qu'un fardeau hérité du passé. « Merci, dit-elle. » Mais quand elle leva les yeux, Dravos marchait déjà vers le transport. Il s'arrêta à la rampe, se retournant avec ce sourire sardonique familier. « Tu vas bien t'en sortir. Sans toi. Grâce à toi. » Il disparut dans le transport, mais sa voix porta en arrière une dernière fois. « Hé gamine. Oui? Maintenant tu la tiens correctement. » Des années plus tard, il raconterait des histoires de Zériane la sage, la guerrière qui apprit à se battre sans se battre, qui conquit par la compréhension plutôt que par la force. Mais Zériane préférait l'histoire d'un mercenaire humain qui enseigna à une guerrière alien que la vraie force n'était pas de savoir à quel point tu tiens ton arme fermement,
mais de savoir quand la tenir du tout. Elle ne revit jamais Dravos, bien que des rumeurs lui parvinrent de son travail comme pacificateur, aidant à régler des conflits par la sagesse plutôt que par la force. Et parfois, tard dans la nuit, elle dégainait sa lame et pratiquait les formes fluides qu'il lui avait enseignées, des mouvements qui transformèrent le combat en art, sa prise parfaite maintenant, assez ferme pour contrôler, assez flexible pour s'adapter, assez confiante